Bien, bonjour à tous. Voici ici la correction toujours dans le chapitre 5 de l'exercice numéro 3. Alors cet exercice numéro 3, comme vous le voyez, respecte plus ou moins une même structure d'énoncé que ce que l'on avait fait ici sur l'exercice du chapitre toujours 5, l'exercice 1 et l'exercice 2. Qu'est-ce qui va différencier ici entre l'exercice 3 et l'exercice 1 ? Vous le voyez dans l'exercice 3 ici, apparaît la présence d'une surcharge de 500 kg par mètre carré sur le terre-plein de notre mur. Donc quand je regarde l'énoncé ici en lui-même, on me demande de reprendre l'exercice numéro 1, mais on lui applique ici une surcharge sur le terre-plein. Donc dans l'exercice numéro 1, on avait le même énoncé, sauf que là, on n'avait pas la surcharge. Et alors ce qui est intéressant ici de visualiser, c'est que notre parement était considéré comme lisse. Alors, il est lisse ici sur toute la paroi en contact avec les terres et en plus, il est vertical. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va reprendre, nous, ici, dans l'énoncé. On ne le sous-entend pas en direct, mais on le reprécise ici en bas. Mais c'est qu'on va reprendre ici une paroi lisse sur toute la hauteur du mur et un parement qui est vertical. Donc les codes sont fournis ici, comme vous le voyez, en centimètres. On retrouve l'épaisseur de la semelle, l'épaisseur du voile. On a ici une petite dalle en béton armé qui sert de butée dans la base ici de notre mur. On a ici les valeurs gamma qui sont les poids volumiques de notre mur, de nos terres, qui sont ici derrière le mur. Et on retrouve ici, à droite, les trois angles de frottement interne phi qui sont à 37, 32 et 29 degrés. Alors, qu'est-ce qu'on me demande ici principalement dans l'exercice, un peu ce qu'on avait fait dans l'exercice 1 et dans l'exercice 2, on nous demande de trouver les valeurs des poussées qui s'appliquent sur chacune des couches de sol sur le mur. On demande forcément ça, c'est par rapport aux poussées horizontales qui s'appliquent dessus. On me demande de tracer le diagramme de pression et essayer de donner les endroits où s'applique non seulement la poussée totale sur le mur, mais aussi l'endroit où s'applique chacune des poussées horizontales de chacune des couches. Et enfin, en dernier lieu, on nous demande de calculer la pression à 3 profondeurs établies, en sachant que le niveau 0 est pris ici. Sous-entendu au sommet du mur. Ça va ? Alors je vous donne ici les trois coefficients K gamma 1, K gamma 2 et K gamma 3 qui ne changent pas par rapport à l'exercice numéro 1. C'est pas parce que je vais mettre une surcharge que les coefficients de poussée vont commencer à être modifiés. Ça reste la même chose. Alors, comme vous le voyez ici, il n'y a pas de fruit de mur et il n'y a pas d'inclinaison de terre-plein. Donc, le coefficient KQ que vous retrouvez ici dans l'encadré orange restera le même que le coefficient K gamma puisque vous avez la valeur de lambda, le fruit de mur qui vaut 0 et θ qui vaut 0. Donc, ces deux valeurs-là, la première, c'est le fruit du mur, mais le mur, il est vertical en contact avec les terres. Donc, il n'y a pas d'angle, donc ça vaut 0. Et le terre-plein, comme vous le voyez ici, est à 0 degré. Donc, le KQ aura la même valeur que le K gamma. Que ce soit la couche 1, la couche 2 ou la couche 3, ça ne change pas. Alors après, qu'est-ce que je vais faire ? Pour tracer le diagramme de pression, je vais utiliser, comme vous le voyez, les formules qui sont ici en bleu, qui sont les mêmes formules que ce qu'on a eu ici dans le cas de l'exercice numéro 1. Quelle est la différence qu'on va avoir entre l'exercice 3 et l'exercice 1 ? La seule différence, c'est qu'on va avoir ici une surcharge de 500 kg par mètre carré qui va devoir être transformée en kilonewton par mètre carré puisque les poids volumiques gamma, ici que je donne dans les formules, ces poids volumiques gamma sont des poids volumiques donnés en kilonewton par mètre cube. On le voit ici par rapport à l'unité. Donc je ne peux pas travailler avec des unités différentes dans un même système de formules. Donc les kilogrammes par mètre carré vont devoir être transformés en kilonewton par mètre carré pour respecter les kilonewtons ici dans l'unité de gamma. Donc à 0 mètre au niveau du terre-plein, je n'ai pas encore eu l'action des terres qui s'applique. Donc c'est normal que le H, on va dire 1 en contact avec le mur, au niveau du terre-plein, il vaut 0, donc il n'y a pas d'action des terres. Et il n'y a que la présence de la surcharge qui vaut 5 kN par mètre carré. On le voit d'ailleurs ici dans la formule, ici par rapport à Q. Après ça,
toutes les formules qui restent ici, c'est les mêmes que dans l'exercice 1, où vous avez la vidéo sur la chaîne pour aller le voir à votre aise. Je reprends exactement les mêmes formules et j'ajoute simplement dans chacune des formules de l'exercice 1 la présence de la surcharge ici qui vaut 5. Donc quand je suis dans le bas de la couche 1, je vais faire K gamma 1 fois gamma 1 fois la hauteur de terre 1 qui vaut 35 cm, remis dans l'unité en mètres puisque je travaille en mètres, plus KQ1 qui a été calculé juste ici au-dessus, qui vaut 0,242, qui vaut l'équivalent de K gamma 1 en fait, assez simplement, fois la valeur de ma surcharge qui est à 5 kN par mètre carré. Puis quand je suis dans le dessus de la couche 2, je change de matériau, je change de terre, donc je change les valeurs des coefficients, je passe à K gamma 2 et KQ2, mais par contre, au niveau des terres, l'action des terres, je reprends l'influence de la couche 1 sur la matière de la couche numéro 2. Donc c'est la pression verticale finalement de la couche 1 que j'envoie en multiplication au coefficient de poussée de la couche 2 parce que je suis dans la couche numéro 2. Donc ça c'est l'influence de la pression des terres. Et puis ce qui reste ici derrière, c'est la présence de la surcharge, mais comme je suis dans la couche 2, je mets le coefficient de la couche 2. Quand je suis en bas de la couche 2, je prends le poids volumique des terres de la couche 2 fois la hauteur des terres de la couche 2, et je multiplie ça par le coefficient de la couche numéro 2. Et puis après, qu'est-ce que je vais avoir quand je suis en bas de la couche 2 ? Au-dessus de la couche 2, je vais avoir l'influence, par le coefficient d'influence de la surcharge, quoi au-dessus de la couche 2 ? Si je reprends l'énoncé, quand je suis en bas de la couche 2, je vais avoir la couche numéro 1 et la surcharge qui font une pression verticale de surcharge au-dessus de cette couche numéro 2. Donc c'est pour ça qu'ici, vous voyez apparaître que la deuxième partie de la formule, donc ce qui concerne ici le plus, ici à droite, quand je suis dans le bas de la couche 2, je vais avoir en influence la surcharge sur le terre-plein plus la pression de la couche numéro 1 en faisant le poids volumique du sol 1 fois son épaisseur. Pour le dessus de la couche 3, c'est le même principe qu'avec le dessus de la couche 2, c'est que je change de matériau, donc j'arrive ici avec un 0,347 à la place du 0,307 pour la couche 2, le 0,347 c'est pour la couche 3, fois la pression verticale de la couche 2, que je mets en influence horizontale de pression avec le coefficient numéro 3, ça me donne la pression des terres, plus le coefficient de la couche 3 fois l'influence, toujours de la même manière, de la couche 1 et de la surcharge, puisque je n'ai pas encore mobilisé la couche numéro 2 sur sa hauteur, puisque je la prends ici en pression des terres. Par contre, quand je suis dans le bas de la couche 3, vous le voyez, j'ai le poids volumique du sol 3 fois sa hauteur, fois, bien évidemment, le coefficient propre à la couche 3, plus, et alors là, qu'est-ce qui intervient en termes de surcharge ? Tout ce qui sera mis en termes de surcharge après le plus, il y a la surcharge, plus le sol numéro 1, plus le sol numéro 2, qui lui aussi agit en tant que surcharge sur le sol 3. Ça va ? Donc ça, c'est vraiment pour vous détailler comment je trouve les valeurs des pressions. Il suffit d'aller taper toutes ces formules dans la calculette et vous allez atterrir, comme vous le voyez là-bas, aux valeurs qui sont celles mises en orange sur mon diagramme. Alors, une fois que j'ai tracé ce diagramme en orange, qu'est-ce que je fais ? Je dois aller chercher la valeur des poussées couche par couche et puis aller calculer la poussée horizontale couche par couche. Alors ici, et c'est ça qui est important, c'est qu'il faut réfléchir avant d'agir, toujours. Il faut se dire, quelle est la nature du parement que j'ai ? J'ai un parement vertical et lisse. Donc si j'ai un parement vertical et lisse, d'office, la poussée que je vais calculer, qui correspondra à la surface du diagramme de pression que j'aurai pour chacune de mes couches, cette poussée, elle va s'appliquer sur un parement vertical et lisse. Donc cette poussée, elle va rester horizontale. Et donc la valeur de la poussée que je vais calculer, qui est la résultante du diagramme de pression couche par couche, cette poussée, c'est déjà la valeur de la poussée horizontale. Et donc c'est pour ça qu'ici, la poussée P1, qui est la surface du trapèze de pression
formé par la petite base en pression à 1,25 et la grande base à 2,43 et une hauteur de 35 cm, c'est déjà, comme vous le voyez, la valeur de votre poussée horizontale. D'accord ? Alors, après, la deuxième chose qu'on me demande en anticipation, c'est le bras de levier, le 2,71, comment je l'ai trouvé ? J'ai fait le 1,40 m plus le 1,15 m plus la valeur du centre de gravité, donc la distance du centre de gravité où passe la valeur de la poussée de la couche 1. Et là, pour trouver le centre de gravité, comme vous le voyez ici, de la couche numéro 1, je suis reparti sur votre slide, je pense c'est le numéro 90, je pense, ça doit être ça ici dans ma mémoire. Voilà, dans la page 94, vous le voyez ici, à votre slide 94, là vous voyez, j'ai H1 qui est la hauteur du centre de gravité en Y de mon trapèze, et pour trouver sa distance, je fais 2 fois la petite base A plus la grande sur la somme des deux, A et B, fois la hauteur du trapèze divisé par 3. Et la hauteur H, c'est caché ici derrière, c'est la hauteur globale. Donc nous ici, le petit A c'est 1,25, le B c'est 2,43, le grand H c'est 35, et je remplace tout dans la formule ici pour trouver la distance totale D1 ici à 2,71 au final. Ça va ? Alors, je fais la même chose pour P2, sauf que là, mon diagramme est formé avec la petite base, c'est 3 kN par mètre carré, et 8,08 la grande base, et la hauteur c'est 1,15 m, mais le principe il reste le même. J'ai toujours, comme vous le voyez, la surface du trapèze, c'est la valeur de la poussée qui est d'office par le parement lisse et vertical, la poussée horizontale. Pour le bras de levier D2, donc le bras de levier D2, le A89 qui est dessiné ici, ça reste 1,40 m plus la distance en Y du centre de gravité du deuxième trapèze que vous voyez en développement ici. Alors, ici pour ce qui est de la vérification, c'est quelque chose que je n'ai pas parlé dans la couche 1, mais que je peux parler ici dans la couche 2 sans aucun problème, c'est que si je veux vérifier maintenant la valeur de la poussée P2, si elle est bien exacte par calcul de la surface de mon trapèze de pression, je peux utiliser ici, par rapport à mon slide, je crois que c'est le 258 si je ne m'abuse, ouais c'est ça, je peux utiliser cet outil de vérification-ci. Je m'explique. J'ai calculé P2 par la surface du trapèze de pression. Ça, cette valeur de poussée, c'est déduit par le diagramme des pressions. Mais vous avez ici une formule encadrée en rouge qui vous donne déjà directement la valeur de la poussée dans la couche 2 en remplaçant toutes les valeurs qui sont ici par les valeurs correspondantes à la couche que vous calculez, qui est ici dans notre cas la couche numéro 2. Il suffirait d'écrire K gamma 2 fois gamma 2 fois la hauteur de sol 2 au carré. D'accord ? Il y a ici le petit carré qui a été oublié dans la formule. Il faut faire attention, c'est H2 au carré normalement. D'accord ? Ici. Le sur 2, il reste sur 2 que j'ai envoyé en fois 1,5 ici à l'avant de la formule. Divisé par 2, c'est fois 1,5. C'est la même chose. Plus le KQ 2, qui serait ici, fois Q. Alors là, dans la formule rouge, ici, le Q que vous avez, ce serait l'influence des surcharges au-dessus de la couche que je calcule. Moi, je suis ici dans la couche 2. Qu'est-ce que je vais avoir en influence de surcharge ? Dans la couche numéro 2, je vais avoir la couche numéro 1 plus la surcharge physique qui seront considérées comme surcharge. Donc, dans ma formule ici, pour le petit q, dans l'encadré en rouge, je vais avoir la surcharge Q plus gamma 1 fois E1. Et ici, je vais encore devoir multiplier ça par H de la couche 2, H2. Et vous voyez, je l'ai oublié ici. Donc là, pour être transparent avec tout le monde, afin de ne pas avoir quelque chose qui n'est pas bien établi, et je préfère avoir quelque chose de propre, ici, il faut rajouter fois H2, qui correspondrait
au h que j'ai oublié ici dans la formule. Et alors le petit carré ici, vous voyez, il n'a pas été écrit là-bas dans la formule. Or, il existe. Ça va? Comme ça, c'est propre et c'est établi. Donc, ici, quand vous remplacez toutes les valeurs, et c'est ce que je vous ai mis en couleur, par les coefficients, les surcharges, les hauteurs et tutti quanti, ici, on aurait la valeur à 1,15. H2, ça ne change pas. Ici, H2 à 1,15, H2 là, il serait aussi à 1,15. En remplaçant toutes ces valeurs-là, on arriverait exactement à la même valeur que ce que vous auriez ici dans le calcul de P2 par la surface du trapèze de pression. Donc on voit ici clairement que le jour de l'examen, quand vous allez le calculer, cette valeur de P2, vous allez la calculer par la surface de votre diagramme de pression. Pour savoir si vos pressions sont bonnes, votre outil de vérification, c'est de remplacer dans la formule ici, en rouge, toutes les valeurs correspondant à la couche que vous calculez. Si les deux résultats sont similaires et corroborent, c'est que d'office, votre calcul ici du trapèze de pression, il est bon. Et donc vos pressions sont bonnes. S'il y a une erreur, malheureusement, c'est qu'il va falloir recalculer vos valeurs de pression. Ça va? Et ce concept-là de vérification, je l'ai appliqué dans mon troisième trapèze de pression à 17,05 pour la grande base, 9,13 pour la petite, 1,40 pour la hauteur. Et vous voyez, j'ai refait exactement le même concept de calcul ici, et j'ai refait la même erreur d'écriture. C'est que normalement ici, le H qui sera ici dans la couche numéro 3, il doit être au carré. Et vous voyez, je l'ai oublié, ici, il doit être au carré. Donc ici, il faut bien mettre la valeur au carré. Et alors, dans la succession de formules, ici, vous voyez, on doit avoir fois H3. D'accord? Et alors, il faut bien vérifier aussi une chose, c'est si l'ordre de parenthèse a été respecté. Ouais, l'ordre de parenthèse respecté, vous auriez pu remettre des parenthèses ici dans la grande parenthèse, mais voilà, c'est pas l'objectif ici principal de ce que je suis en train de vous dire, je suis en train de vous expliquer plus autre chose. Et donc voilà, donc votre poussée numéro 3, équivalent à 18,33, doit être normalement la même que la valeur que vous obtenez par votre résultat de votre surface du trapèze. Ça va? Donc la même chose, P2X et P3X sont les mêmes que P3 et P2, puisque j'ai un mur qui est vertical et lisse, donc les poussées horizontales sont les mêmes que les poussées globales. Et pour ce qui est de la poussée de l'endroit où elle s'applique dans la couche numéro 3, j'ai fait, comme vous le voyez ici, la valeur pure et dure de la distance du centre de gravité en Y de votre trapèze de pression numéro 3. Ça va? Après, pour ce qui est de la poussée totale horizontale, il suffit d'appliquer l'addition des 3 poussées que vous avez calculées au préalable, c'est pas compliqué. Et pour le bras levier de la poussée totale, il faut refaire l'équation d'équilibre en disant que la poussée horizontale du sol 1 fois son bras de levier plus la deuxième fois son bras de levier plus la troisième fois son bras de levier, c'est la même chose que la poussée totale fois la distance que je recherche. Et donc la poussée totale, si elle multiplie la distance que je recherche, en la faisant passer de l'autre côté du signal, elle divise l'entièreté de vos moments. Et donc la poussée totale devient dénominateur. Et ça vous donne un résultat de 1 mètre. Ça va? Donc ça, c'est pour vous montrer un peu comment j'ai trouvé et calculé la valeur de la poussée totale et l'endroit où elle s'applique. Alors pour ce qui est des pressions aux différentes profondeurs, vous le voyez ici, à 50 cm de profondeur, je suis dans la couche 2. Je rappelle, au niveau du schéma, je vais remonter ici au niveau du schéma pour tout le monde, on me précise que le niveau 0 est le sommet du mur, donc ça, c'est pas moi qui l'invente, ça a été purement et simplement établi, d'accord? Donc ça, moi quand je vais démarrer à 50 cm en profondeur, je vais démarrer de là, j'ai fait 35 cm pour la couche 1, et je suis de 15 cm dans la couche numéro 2, qui est ce qu'on va faire ici par la suite. Ça va? Alors, les 15 cm, mon parement il n'est pas incliné, donc j'ai une hauteur verticale normale droite. Et là, je remplace ça dans cette formule-ci en disant que je suis dans la couche 2, donc je vais avoir K gamma 2 fois gamma 2 fois la hauteur H2 qui devient 15 cm,
plus KQ2 fois, qu'est-ce qui est considéré comme surcharge à 15 cm de profondeur dans la couche numéro 2? Ça reste la surcharge Q, qui vaut 5 kN par mètre carré, plus la pression verticale du sol 1, le poids volumique fois l'épaisseur. Et j'arrive à 3,68. Pour ce qui est de la pression à 1,25 m, là, vous voyez, je suis un peu plus bas dans la couche 2. Donc, qu'est-ce qui va changer profondément dans la formule? À part le H2 qui passe de 0,15 à 0,90, il n'y a strictement rien qui change. Ça reste la même chose. Donc là, c'est normal qu'à 90 cm de profondeur dans la couche 2, on a une pression plus grande, pression horizontale je parle, que à 15 cm de profondeur où la pression horizontale est un peu plus faible. D'accord? Et enfin, à 2,60 m de profondeur, là je suis dans la couche numéro 3, et j'y suis d'1,10 m. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la pression de la couche 3, c'est K gamma 3 fois gamma 3 fois les 1,10 m plus KQ3 fois, qu'est-ce qui est considéré sous-entendu dans le Q là, comme une surcharge pour la couche 3? C'est la surcharge sur le terre-plein, plus la pression verticale du sol 1, plus la pression verticale du sol 2. Ah ben? Et le résultat vous amène à 15,35 kN par mètre carré. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir maintenant de cet exercice numéro 2? La première chose à retenir pour moi qui est essentielle, c'est que dès le départ dans l'énoncé, quand on vous parlait de l'exercice 1, il fallait se rappeler que celui-ci était lisse. Qu'est-ce que ça avait à voir par rapport à l'exercice au niveau de la suite à donner à cette info? C'est que vous voyez visuellement que le parement il est vertical. Donc si le parement il est vertical et lisse, d'office, après avoir calculé vos pressions quand vous dessinez les éléments, vous dessinez votre diagramme, ce que vous allez calculer comme poussée, il n'y a pas besoin de calculer une composante horizontale, puisque le parement est vertical et lisse. Et donc d'office, votre poussée, elle est horizontale. Et comme cette poussée est horizontale, alors dans ce cas-là, la poussée horizontale, elle est égale à la poussée de votre couche 1, vu ce que je viens de vous donner ici comme remarque. D'accord ? La deuxième chose à bien visualiser, c'est que quand on est dans un cas où le parement est vertical et lisse, vous pouvez automatiquement avoir la vérification de votre réponse si elle est bonne ou pas, en remplaçant, comme vous le voyez ici, dans la formule rouge, chacune des valeurs par la cote correspondant à la donnée qui vous est fournie dans l'énoncé. Donc ici, vous voyez, j'ai K gamma 2, H2, KQ2, H2, et qu'est-ce qui est influencé en termes de surcharge pour la couche 2? C'est la surcharge plus la pression verticale du sol 1. Donc si vous obtenez la même réponse là que par votre formule de P2 en bleu, il n'y a pas de souci, c'est que vous êtes dans le bon. Faites bien gaffe, et ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, c'est que si votre parement est rugueux en acier ou fictif, ou qu'il y a un fruit de mur, cette vérification n'est valable uniquement que pour la poussée inclinée. Et vous devrez après alors, pour avoir la poussée horizontale, faire la projection de cette poussée par son angle d'inclinaison au niveau de chacune des couches. Donc il faut bien faire gaffe que cette vérification-là, c'est uniquement pour vérifier la poussée de la couche, pas la poussée horizontale qui méritera après une étape de projection. Ça va? Donc, à part ça, je ne vois pas trop ce que je pourrais vous donner comme autre info ici dans l'exercice. Ça va? Et bien voilà. Ceci clôture votre correction d'exercice numéro 3.